Drôle d'année, hein? Drôle d'année où l'admin a eu à subir la mauvaise foi absolue des étudiants qui avaient peur du Covid, seulement sur le campus de l'EDEC. Drôle d'année pour les étudiants qui ont eu, quant à eux, à subir les centaines de mails quotidiens d'une administration manifestement esseulée, névrosée, déprimée, en sevrage de sa petite drogue à elle, les longs monologues devant des amphis bondés. Je vais brièvement présenter le jury, Etna ayant une tarification horaire digne d'une opération à cœur ouvert le soir de Noël. On commence par Abhishek, président du BDE. Figure de proue de la vie associative de l'école en 2020-2021. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse forcément décrire Abhishek comme quelqu'un étant chanceux. Personnellement, je ne laisserai pas Abhishek choisir mes numéros au bingo. Certains disent même que si vous passez sous Abhishek ou même que vous cassez Abhishek, vous êtes condamné à 120 ans de purgatoire. Monsieur Christophe Collard, souvent élu utilisateur du mois par LinkedIn, trophée qu'il partage avec son ami Christophe Roquilly. L'échelle étant bien évidemment celle du nombre de commentaires postés par jour. Il fait également un peu de droit à ses heures perdues. On dit qu'il est proche du président du Conseil constitutionnel. Monsieur Sébastien Dieuet, directeur de programme, champion de France des moins de 70 kilos en mots croisés. Il aurait refusé plusieurs avances de l'Université de New York, préférant, je cite, le charme de la rue escarmoise au tumulte de Central Park. Madame Michèle Sisto, directrice de la Grande École, qui préside le jury, et ayant un niveau d'anglais supérieur ou égal à la somme de celui de tous les étudiants et professeurs de l'école. Madame Ager Gemel Fornetti, directrice du Centre EDEC Open Leadership for Diversity and Inclusion, ainsi que du Prémaster. Vous constaterez avec bonheur, j'en suis sûr, la parité millimétrée de cette finale. Madame Florence Dacosta, directrice légendaire, elle aussi, du Career Center, qui n'hésite pas à fomenter, batte de baseball à la main, des expéditions punitives dans les entreprises qui ne recrutent pas à son goût, à ses DEDEC. Je ne peux pas voir s'il y a des regards de haine ou des airs amusés. Donc encore un petit mot et j'en terminerai par là. Je terminerai en disant que si les confinements successifs ont eu raison de notre vie associative, qu'ils ont malmené notre scolarité, qu'ils ont distendu les liens qui, nous l'avons constaté, étaient essentiels à nos vies, l'autre constat plus réjouissant que nous pouvons faire ce soir, c'est que les valeurs de notre école, son excellence et notre esprit de promo ne sont quant à eux résolument pas solubles dans une pandémie. Nous en avons la preuve ce soir et nous pouvons le dire, l'essentiel est sauf. L'événement auquel vous allez assister dans quelques minutes est le premier concours d'éloquence étudiant de l'EDEC. Les candidats que vous allez entendre ce soir prennent la parole pour la première fois devant un public. Comme toute première fois, elle fait peur. Comme toute première fois, on l'appréhende. C'est une première fois, alors il faudra être délicat. C'est une première fois, alors il faudra prendre son temps. Mais c'est une première fois, alors quoi qu'il arrive, on s'en souviendra toute notre vie. Merci à la régie, j'ai toujours rêvé de dire ça. Merci infiniment au jury aussi, et place à nos orateurs. La peur n'empêche pas le danger. Ah non, pardon, ça c'était moi en partiel ce matin. Excusez-moi. Les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain. Il semble bien que nous soyons face ici à ce que j'appellerais une piètre contrefaçon du théorème de Schmitt. Lui qui prenait les profits d'aujourd'hui pour les investissements de demain et les emplois d'après-demain, se retrouve bafoué au profit d'une tournure à sensation et au sujet tabou. Plus de vertu économique, plus de loi de la pensée. Et il serait fou de constater que le seul point unissant ces deux maximes n'est que leur énonciateur qui serait d'égale grandeur. Loin d'avoir l'ego nécessaire pour me jeter autant de fleurs, tâchons d'honorer le jury et considérons-les comme sœurs, oui, mais des sœurs aux relations conflictuelles étendues. Car si Schmitt établissait un simple lien de cause à effet, mon intitulé ne semble point refléter ce dernier. Paradoxe. Paradoxe. Que peut-il bien se cacher derrière ce mot univoque ? Lui qui entend englober
toutes les contradictions de ce pauvre monde. L'anglo-saxon ne voit pas, et paradoxalement, si. Mais il n'est de si que parce que cela va à l'encontre de ce que tout le monde aurait pu penser, à l'exception évidente de Mrs. Stowe. Vous l'aurez donc compris, le paradoxe est bien plus fourbe que la simple fourberie observable. Il est ce preneur de risque qui va à l'encontre de ce que pense la masse et la totalité. Nul concéderait sans peine que je suis bien fou de jouer l'apprenti épistémiologiste bachelardien. Mais le juriste présent dans l'Assemblée ne peut m'ôter cette analyse lexicale vectrice d'antinomie. Car oui, si le paradoxe va à l'encontre de ce qui est évident, comment peut-il annoncer des idées préconçues, des préjugés ? Le paradoxe d'un jour devenant préjugé le lendemain n'est en réalité qu'un imposteur qui tente de se faire comprendre par le plus grand nombre. Un peu comme ces rappeurs qui font passer la moula avant la beauté du texte, un peu comme ceux qui font passer l'esthétique après le sexe. Nous voilà donc peu avancés. Un paradoxe ne peut être préjugé, et s'il en est un, c'est un chanteur autotuné. Faut dire qu'actuellement, le discours arrive à son apogée. Pas de cohérence, pas de public, même pas de cheveux. Autant vous dire que ça ne va pas fort. Mais, s'il vous plaît, ne nous égarons pas. Je serais trop triste d'avoir un discours aussi erratique que mes pauvres notes sur Maïedek. Si l'on suit une propriété mathématique du doux nom de transitivité, nous pouvons affirmer que si les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain, alors les préjugés d'aujourd'hui sont les paradoxes d'hier. Et alors là, les conclusions en découlent sans peine. Le français adore la baguette car il a eu le culot de préférer celle-ci à la brioche par le passé, c'est bien connu. Et le coronavirus s'est répandu à vitesse grand V dans tout le pays à cause d'imbéciles refusant de porter le masque en plein milieu d'un amphi. Oups. Au présent comme au passé, donc, c'est intitulé manque d'intelligibilité. Et encore, je ne vous dis même pas le nombre de fois où le pauvre Platon s'est tourné et retourné dans sa tombe depuis le début de mon discours. Moi, qui agite devant vous le terme de paradoxe sans tenir compte de sa pensée sensible et idéale. Essayons donc d'apaiser son sommeil éternel en creusant un peu plus son raisonnement. Le paradoxe, censé guider l'homme hors de sa caverne pour embrasser la vérité, est en fait mésinterprété par l'homme lui-même. Un seul cas lui suffit pour en faire une vérité d'ordre général. Là est tout le fardeau de notre société moderne. Employer le raisonnement inductif, à tort et à travers, afin de justifier à tout prix la véracité de leurs propos. C'est donc dans son hypocrisie habituelle que l'homme fait des paradoxes d'aujourd'hui les préjugés de demain. Là est tout ce que la formule essaye de nous faire comprendre. Un paradoxe n'est pas préjugé, mais il le devient par toute la vanité de l'espèce humaine, une espèce en quête de persuasion et de triomphe intellectuel. Alors oui, les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain. Mais avoir conscience de ceci au fond de nous, c'est peut-être se tourner vers un avenir meilleur, celui de la sagesse et de l'humilité d'après-demain. Merci. Françaises, Français, mes chers compatriotes, les efforts consentis ont été lucides, utiles, mais aujourd'hui, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, que cela ne suffit plus. En Europe, tous ont été surpris par l'évolution de l'épidémie. Certains ont pris des mesures avant nous, certes. Pourtant, aujourd'hui, le débordement est partout. Oh, le melon, vous l'avez vu ? Comme on l'attribue à Talleyrand, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Souvent utilisé, usé par nos hommes politiques qui semblent habitués à se satisfaire de n'importe quelle comparaison. Narcissiques donc, car désolés par leur seul reflet, leur incapacité à atteindre en pratique l'exception
que leur programme promettait. Quoi qu'il advienne, l'homme providentiel n'a jamais tort. Il a même toujours un temps d'avance, une connaissance qui rassemble, mêle et surpasse les domaines professionnels de nous autres communs mortels, des comptes fantômes au financement participatif organisé de l'autre côté de la Méditerranée en échange d'alliances stratégiques. Trêve de politique. Allons bon, je suis moi-même un peu narcissique. D'abord, parce que ce que l'orateur préfère avant tout, c'est de s'entendre parler. Ensuite, parce que Ensuite, parce que on ne peut pas prétendre qu'à un peu d'emphase quand on a gardé toutes ces particules. Mais, pour se réjouir de la comparaison, faut-il forcément être doté de ce narcissisme propre à nos dirigeants? Se réjouir chaque jour, et quelle que soit la comparaison, pour n'être effrayé finalement que lorsque notre regard croise son propre reflet? Alors, désolé, je ne vous le permets pas. Mais, empirique, je suis allée comparer. Dans les autres sujets, des citations de Marcel Proust et probablement d'Alexis Heuls, avec Talleyrand, 3 grands hommes, et pas de femmes, dans le but probablement d'éviter l'écriture inclusive, comme c'est selon certains la ligne éditoriale de cette association. Me comparer ensuite aux autres écoles, à mon parcours. Je vous avoue qu'après 3 années passées à trimer, je pensais enfin en avoir fini avec la comparaison, en arrivant à l'EDEC. Mais il a fallu que l'on compare mes copies à celles de mes voisins. Le falsifiable devient l'inavouable, et pour quelques QCM un peu bâclés, me voici de nouveau à faire de la comptabilité. L'incomparable, c'est justement cette année, définitivement particulière. Les couloirs de l'EDEC désertés. Et en même temps, des pages Facebook toujours pleines d'événements, de projets, de concours. Difficile pour moi de ne pas transformer ce discours en tribune, trop ému de presque vous voir enfin en vrai. Et vous êtes là à m'écouter, et je vous vois, je vous observe, je vous surveille. Et c'est même là l'avantage que j'ai sur tous mes profs en distanciel. N'est-ce pas là, se comparer, se mettre à côté, sans vouloir vous offenser? Vous avez l'air si petit, si ridicule vu d'ici. Cette proximité que la comparaison nous permet peut nous éviter bien des mésaventures. En effet, nous ne sommes pas tous David contre Goliath, mais plutôt généralement la grenouille qui finit par exploser devant le bœuf. Icare ne se serait pas brûlé les ailes s'il n'avait pas fait trop qu'user ce qui le rendait divin, si il s'était rapproché de ses pairs, de ses humains terriens. La comparaison l'aurait ramené à son humanité en le rapprochant pour se prévenir de l'hubris. Car de la comparaison naît la remise en question, l'esprit critique et donc la complexité. Cette complexité visible que lorsqu'on a un certain niveau d'attention, de connaissance. Et c'est cette connaissance qui vient à me désoler. Je suis affligée, désolée de moi-même, car consciente de ma finitude. Refuser la toute-puissance de l'égoïsme, c'est me confronter à mes limites, mais en les connaissant, ces limites, je peux désirer toujours plus et vouloir les dépasser. La comparaison, c'est donc la réponse au mal et la solution des gens instruits et exigeants. Elle invite à la non-puissance, à l'accueil de l'innovation technique, en s'écartant de cette indifférence froide. Humaine donc. Si fragile. Oh, elle est là. Elle est là, cette main qui se lève soudainement, poliment. Elle vient cacher ce trou béant d'ennui qui avale tout mon discours. Oh, un bâillement. Et c'est fini. C'en est fait, je n'en peux plus, je me meurs, je suis morte. Je suis enterrée. Dans vos yeux aussi, je peux voir que... Je peux y voir la préférence que vous avez pour un autre que moi. Vous êtes plutôt blond, brune,
ou sans cheveux du tout. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Je me regarde, je me désole. J'en viens bien presque à regretter tous ces écrans noirs animés par des brefs yes écrits au fond du lit et des mouvements agressifs sur l'ordinateur pour feindre une présence. C'est pourtant la seule raison qui me pousse à venir ici, comme tous les sportifs, les entrepreneurs du monde. C'est la compétition, la vanité qui naît d'être comparé à des gens qui jouent avec le discours pour argumenter, dire, marteler, expliquer. Quand je me compare, je me console. Une compétition raisonnée, timée, pour d'autant plus de liberté. Un peu idéaliste probablement, c'est pourtant ce qui m'amène aujourd'hui à monopoliser cette scène. Tous ces mètres carrés pour quelqu'un qui est confiné depuis 1 an, c'est beaucoup. Alors, si Talleyrand et Macron ont certes des points communs, comme celui d'avoir tous deux rejoint un ordre à l'âge de 24 ans et de l'avoir trahi ensuite. Pour l'un, ce fut l'Église, l'autre le Parti socialiste. Je ne suis pas sûre que ce discours ait suffi à les consoler. Mais tant qu'il ne vous a pas désolé, le tour est joué. Merci. Aux armes! Citoyens, ce soir, c'est la révolution. C'est le grand soir. Nous les citoyens de l'EDEC, nous le peuple de Roubaix, portons tous ensemble notre croix consacrée jusqu'à la mairie de Lille. Mesdames, messieurs, oui, on ne peut aimer que ce qu'on ne possède pas tout entier. Ainsi, ce soir, tandis que se scelle le destin de la France, c'est l'esprit serein et le cœur confiant que je m'adresse à vous et que je vais prendre une décision irréversible. Il en dépend du bien de chacun et du bonheur de tous. Changeons tout, dépossédons-nous de tout et demain, messieurs, mesdames, demain le monde sera plus rose et demain ce sera l'amour, notre bien commun. Cher jury, les masses sont les véritables héros. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Je me révolte face à la tyrannie. Je m'insurge contre l'opportunisme. Oui, je me révolte face aux excès de nos élites corrompues. Je me révolte devant la viscosité de notre société de consommation. Alors ce soir, c'est la guerre. Déterrons les pavés, lançons-les dans les rues et hurlons à la gloire de la liberté et de l'égalité. Désintégrons les voitures, les hôpitaux, les écoles, les DEC, HEC, le SCPO, le People, les 2A. Je veux qu'il ne reste plus rien. Mettons fin aux richesses, terrassons la bourgeoisie. Au bûcher, l'hédonisme, le capitalisme, le libertarisme. Au bûcher, la propriété, comme le disait DSK, posséder, c'est voler. La propriété, c'est du viol. Entendez-vous sonner, à cet instant historique, le glas de tout ce qui s'achète, ce qui s'accapare, se loue ou bien se vend? Ce soir, amants déçus et maris malheureux, oubliez votre jalousie possessive, la venue des Belges est à vous. Sans papiers et sans abri, vous les damnés de la terre et les forçats de la faim, vous sortez de la place de la République, ce soir le Carlton est pour vous. Mendiants, mères de famille écrasées sous le fardeau de vos peines, pères délaissés, maris aimants et cocus, les vieillards boiteux, les borgnes en haillons, et vous les étudiants de schéma, et vous aussi, les élèves de toutes les écoles qui ne sont pas les DEC, bref, amis crève la faim, vous qui ne possédez rien, à cette minute précise où je parle, le doux berceau de notre enfance, notre beau pays, la France, est pour vous. Car oui, le communisme universel est déclaré, et plus rien n'appartient à personne, et chaque personne du monde peut aimer tout ce qu'il est possible d'aimer. Oui, c'est la lutte finale, et l'international résonne bien haut dans le cœur de chacun. Mesdames, messieurs, chers jurys, voilà.
Aime-t-on ce qu'on n'a pas ou aime-t-on ce qu'on a? Telle est la question, il faut bien y répondre. Ce matin, à l'heure où blanchit la campagne, tandis que le soleil achevait sa course aux confins de l'horizon, j'ai marché. Et désireux d'admirer les multiples bienfaits de mon idéologie nouvelle, fou d'impatience de pouvoir vanter sur BFM les mérites du communisme en l'année 2021, j'ai voulu me promener dans le centre de l'île. Mais c'était désert. Il y avait ça et là des voitures délaissées, des immeubles vides, des enfants abandonnés, et le sol fait était encore plus déprimant que sous le couvre-feu. C'est alors que j'ai compris. J'ai compris mon erreur. J'ai compris qu'en dépossédant le monde de tout, je l'avais aussi dépossédé de l'amour, et que les gens qui n'avaient plus rien ne possédaient plus ce qu'ils aimaient. En vérité, il faut s'y résigner. On m'a donné un sujet biaisé. Il faut bien posséder pour aimer. Le bolchevisme est dépassé. La révolution est pour une prochaine fois. Alors je mets fin à la terrible expérience de solitude gauchiste au milieu de l'EDEC et, ranimant une à une les lumières de la ville et le bruit des voitures et les rires des cafés, je disperse tout ce brouillard communiste pour le profit, certes, majoré d'intérêt de la chaleur bourgeoise de nos murs. Ainsi, cher jury, la morale de mon histoire, vous le savez, c'est que qui ne possède rien a rien. Et qu'à vouloir ne plus rien posséder, on en vient à ne plus aimer. Qui a rien n'aime rien, car qui a rien est facho. Et s'il y a du nazisme dans cette aventure, tous les Allemands ne le sont pas. Fâcheux, fâcheux, me direz-vous? Je partage votre avis, oui, je connais cette théorie. Mesdames, messieurs, avant d'aimer ce qu'on ne possède pas tout entier, aimons d'abord entièrement ce que nous possédons. Aimons le luxe de notre quotidien et le sourire de nos amis, et même la douceur matinale des rayons du soleil, le chant joyeux des oiseaux qui s'envolent, puis le bruit de la rue et le bruit de la vie. Car la culture de l'âme, c'est la propriété. Elle prépare l'âme à recevoir de nouvelles semences. Elle les y jette, elle les y fait germer, et avec le temps, il s'y trouve abondance de fruits. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, j'ai une confession à vous faire. Je sais, nous ne nous connaissons pas encore, mais j'ai le cœur lourd. Je ne donne pas un centime au SDF. Là, vous vous dites, cette prémaster est impitoyable, qu'elle aille brûler en enfer. Et s'il vous plaît, laissez-moi me racheter. Petite, je faisais du poney. Oh, ça n'étonne personne puisque toutes les petites filles faisaient du poney. Mais c'était une balade très spéciale et ma professeure s'appelait tout de même Caroline. Caroline, ce jour-là, me dit « Tu sais, Jade, si tu veux que ton poney caramel au beurre salé arrête de manger H24, il va falloir que tu lui mettes des œillères. » Ce jour-là, je compris. L'essentiel dans la vie est de s'équiper des bonnes œillères. Autrement, on n'aura pas une crème de caramel au beurre fouetté, mais juste un caramel fouetté. Petite, j'aurais détesté la personne que je suis aujourd'hui. J'aurais été la première personne devant un sans-abri à sortir mon porte-poney. Les personnes qui ignoraient les sans-abri, j'avais envie de leur dire « Mais regardez-le, aidez-le !» J'étais une enfant, j'étais innocente, et puis surtout, il y avait ma mère. Et je n'avais pas envie qu'elle monte sur ses grands chevaux. Aujourd'hui,
On me répète sans cesse, l'essentiel dans la vie, c'est de s'équiper des bonnes œillères. Alors, je me brode ces œillères, peu à peu, pour ne pas voir la misère, l'adversité et aussi l'amour. Oui, je suis parée contre l'amour et je tambourine toujours le même discours. 21 ans, c'est l'âge d'or. On dort peu et pourtant, nous nous devons de rester célibes et détachés. Nous ne voulons pas nous brider. Alors, pourquoi risquer de se faire quitter? Nous avons quand même une to-do list à compléter, un partiel de marketing à réussir, et puis un internship à faire valider par le Career Center. Mais surtout, nous devons make an impact dans la société. Alors, pourquoi mettre le pied à l'étrier? En plus, j'ai des sources fiables. Femme actuelle numéro 4812 a quand même dit que, selon mon cycle lunaire, je n'ai que 3% de trouver mon mari en école de commerce. Donc ça veut dire que là, mon copain, j'ai 97% de chance de me faire plaquer. Donc, je vais être triste. Et en plus de ça, j'aurais perdu du temps alors que j'aurais pu le passer à répondre aux mails de Madame Charlotte Ruffin pour évaluer mes enseignements. C'est quand même fou. Je préfère largement Gmail. Et je ne parle pas de vous, Madame Gmail, je ne dis pas que je vous préfère à Madame Ruffin, quoique. Je dis seulement que je préfère ma boîte de messagerie Gmail à un petit ami. Parce que, un petit ami, si on y réfléchit, admettons, il est le copain idéal. Splendide, droit dans ses bottes, et en plus, il a un brin d'humour. Mais je pleurerais tellement il m'éblouit de sa beauté. J'aurais des crampes au ventre tellement il me ferait rire. Et je ne suis pas là pour souffrir. Et puis, admettons que ça se concrétise. Lui et moi, sur la plage, un doux soir d'été. Il arrive et il me passe le bras au-dessus des épaules. Là, il me regarde et il me dit: « C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. » C'est atroce! Alors, oui, l'essentiel dans la vie, c'est de s'équiper des bonnes œillères. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire ce que c'est que des bonnes œillères. Je n'en ai aucune idée. Je sais seulement que les miennes sont peut-être un peu trop épaisses, puisque j'aimerais bien parfois qu'on me chante des paroles et encore des paroles. Alors, décousons nos œillères et laissons entrer du soleil dans nos vies. Merci. Voilà, dans un objectif exclusivement pédagogique, j'ai pris quelques notes, chers orateurs, sur vos discours. Alors, Henri Philippe. Alors toi, j'ai pleuré devant ton discours. Quand ton cri du début a projeté d'effroi mon tibia contre la barre de fer du dossier de devant, j'ai 2-3 notes sur ton discours. La première, prend-il du plaisir ou tente-t-il d'en donner? Alors toi, c'est comique. Tu viens faire un discours anarchiste dans un costume d'huissier audiencier de la 4ème République. Ça détonne, c'est génial. Henri, on en a déjà parlé, il t'arrive, après avoir fait une blague, de porter la joie sur le visage. On m'a appris en éloquence qu'il valait mieux ne pas donner l'impression d'être le premier spectateur de ses propres saillies. Mais bon, Henri, au fond, ce n'est pas grave, car tu étais manifestement venu pour nous convertir à ta religion plutôt que pour nous convaincre de ta position. Henri, il faudrait être d'une mauvaise foi qu'on rencontre parfois au hub pour ne pas te reconnaître un peu de talent. Tu sais susciter une certaine adhésion, avec quelque chose de très ecclésiastique d'ailleurs. C'est pour ça, pour rebondir sur le discours de Jade, j'aimerais te proposer, ou en tout cas j'aimerais que tu proposes tes services à Madame Charlotte Ruffin, qui aimerait bien, parfois, obtenir quelques réponses à ces sollicitations respectueuses et un peu insistantes.
Éric Mortier. Alors, Éric Mortier, toi, le problème, c'est que je n'ai rien compris. Et j'étais pas le seul. Au bout de la 3e minute de traversée du désert, de logorée narcissique, j'ai senti que les gens ont commencé à décrocher. Ton discours, c'était un peu le concours Lépine des structures compliquées qui ne veulent pas dire grand-chose. Je cite, c'est du Éric Mortier, « Je serais bien fou de jouer l'apprenti épistémologue bachelardien. Mais le juriste présent dans l'Assemblée ne peut m'ôter cette analyse lexicale vectrice d'antinomie. » Et là, j'ai vu Monsieur Duet qui a sorti ses mots fléchés, alors que tout le monde sait qu'il préfère les mots croisés. Madame Gemel qui relisait un vieux livre sous le dossier de la chaise. Éric, ça n'est pas bon signe. Clara, tu fais la description d'un orateur narcissique qui adore s'entendre parler. Là, on s'attend tous que tu nous cites Éric Mortier. Et non, c'est Talleyrand. C'est pas le même calibre. Voilà. Jade, j'ai malheureusement pas eu le temps de prendre des notes sur ton discours. Je pense que l'émotion a emporté la raison. Et donc, je conclurai en disant que, bien évidemment, rien de ce que je n'ai dit n'a un seul atome de vérité. Et vous êtes, à l'évidence, de bien meilleurs orateurs que moi. Félicitations et merci. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'avoir assisté à la compétition d'élégance de l'EDEC, la première version, ce qui sera sans doute pas la dernière. Nous avons eu des prestations de niveau excellent et nous voudrions féliciter toutes les 4 participants. Chacun d'entre eux a su transmettre de l'émotion, a su faire vraiment une connexion avec le public, a su tourner des sujets pas toujours très faciles en humour avec la dérision et la autodérision. Et nous avons eu beaucoup de difficultés à décider un gagnant ou une gagnante. On voulait dire 2 mots sur chacun avant d'annoncer le gagnant ou la gagnante. D'abord, sur Éric. Éric nous a enchantés avec une belle musicalité et on lui a nommé un compositeur vocal avec sa prestation. Clara nous a vraiment captivés par son jeu intense. Elle a regardé d'une façon très, très intense le membre du public, les jurés, et elle a joué un petit coup de théâtre qui nous a vraiment, vraiment envoûtés. Le 3e, c'était Henri. Henri, il avait une capacité de dresser une image, un tableau imagé avec son vocabulaire. Et il a su tourner à la fin son sujet d'une manière qui nous a bien surpris. Et en dernier, Jade, qui a fait une prestation avec une sérénité absolue, une maîtrise du jeu et aussi a su transmettre de l'émotion. Donc, c'était difficile pour nous de choisir, mais enfin, quand c'est une compétition, il faut quand même nommer un gagnant ou une gagnante. Donc, la décision de la jury, c'est que le gagnant, c'est Henri. Félicitations, Henri, pour votre prestation. Et nous avons désiré aussi donner un prix d'honneur à Clara aussi pour sa prestation. Et au nom du jury, on vous remercie encore une fois pour avoir partagé vos talents avec nous. À titre personnel, le fait de parler aussi bien en français devant un public, j'étais absolument épatée et assez impressionnée. Et là, je laisse la parole à des autres membres du jury pour ajouter quelque chose. Je pense que Michel a utilisé un mot-clé, c'est le mot talent. Il y a eu énormément de talent, un concentré de talent qu'on a pu partager avec bonheur ce soir, et aussi beaucoup de créativité. Je pense que, enfin je suis sûr, que Einstein a dit la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. On a pris beaucoup de plaisir ce soir, et il y a eu aussi, il faut le souligner, beaucoup d'intelligence dans les prestations qui nous ont été données de voir. Bravo à tous. C'était très difficile d'identifier celui qu'il faudrait mettre en avant. On a essayé d'aller jusqu'au bout de la mission, mais je pense que tout le monde peut s'en sortir très fier, comme nous le sommes.
Alors, je partage tout à fait le talent qui nous a surpris. Alors, en disant surpris, c'est vrai ou pas, parce que à chaque fois, face à nos étudiants, on est agréablement surpris par tout ce qu'ils peuvent faire, produire. Et en fait, il y avait, en plus de tout ce qu'a dit Madame Sisto et qu'en partage, un fil conducteur que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous avez tous les quatre mobilisé le thème de l'humanité de manière consciente ou inconsciente et de manière différente. Et vous avez su mobiliser aussi les mots pour décrire ce que vous ressentiez. Et c'est là aussi qu'il y a un truc intense, c'est-à-dire qu'il y avait un regard d'artiste où vous posiez un regard, en fait, un petit peu décalé sur des situations qui parfois peuvent sembler très ordinaires et qui nous amènent à voir les choses autrement. Et ça, c'est extraordinaire. Bravo. Et vous irez loin, je pense. Alors, bravo encore une fois. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Et au nom de tous les étudiants, félicitations à vous, parce que c'est un exercice très compliqué et vous l'avez tout simplement accompli à merveille. Donc, bravo. Un mot rapide pour vous remercier aussi pour le moment que vous nous avez offert, qui nous avait manqué. Toute cette humanité et bon, bien sûr, au-delà de toutes les choses qui ont été dites par mes collègues et que je partage, ce que j'appréciais, moi, c'était la dérision et l'autodérision dont vous avez fait preuve. Et je pense que ça montre qu'au-delà des esprits que vous êtes, vous avez une forme de modestie et de respect qui est très important parmi nos valeurs. Et c'est bien sorti à l'occasion de ces discours. Moi, je partage ce que tu as dit, Christophe. Je suis ravie que le talent EDHEC n'ait pas été confiné. J'en suis plutôt heureuse. Et puis, je dirais juste qu'en face de vous, ce soir, je me sens forte, fière et heureuse. Forte parce que je sais que tout est possible. Quand je vois le talent s'exprimer sur scène, l'EDHEC, c'est la meilleure école du monde. Et puis, je me sens fière de vous tous parce que, en effet, vous avez un talent. C'est ce qui nous lie tous, mais surtout, vous avez une unité, vous êtes des personnes à part entière et vous avez toute votre façon d'exprimer le talent EDHEC et je pense que c'est pour ça que l'EDHEC impacte le monde. Et puis dernière, heureuse de vous retrouver tous là. Michel, ça fait presque 1 an qu'on ne s'était pas vus, tu te rends compte, à Gers, je n'en parle même pas. Bon, à Bichec, on se voit régulièrement. Mais au-delà de ça, surtout heureuse parce que décidément, quand je vous vois tous, je me dis l'EDHEC, c'est une grande école.